Bismillah. Maggie n'avait pas la lame facile, et ce n'est pas parce qu'elle se sentait seule ou abandonnée qu'elle se serait mise à pleurer. Pourtant, ce soir-là, elle ne put retenir ses larmes, et une fois partie, elle crut ne jamais pouvoir s'arrêter. Comment tout cela avait-il pu arriver? Comment le destin pouvait-il se montrer si cruel? Pour quelle raison s'était-elle conduite comme la dernière des sottes, le matin même où Adrienne avait retiré du salon le portrait de Catherine? Et pourquoi ne lui resterait-il d'autre recours que de pleurer sur le sort qui l'accablait? Peut-être justement parce que le bruit de ses sanglots lui rappelait l'immensité de sa détresse. Peut-être aussi parce que cela faisait trop longtemps qu'elle gardait son désespoir en elle, et que seules les larmes pourraient le dissiper. Ainsi le portrait de Catherine avait disparu. Elle trouvait injuste d'avoir remporté cette victoire et de ne s'en rendre compte qu'après avoir publiquement désavoué son mari. Pourquoi? Songea-t-elle. Pourquoi faut-il que Dieu reprenne toujours d'une main ce qu'ils nous ont donné de l'autre? Ah, misère de misère! Tant qu'à faire, elle aurait préféré n'en rien savoir, n'éprouve-t-on pas souvent une sorte de tranquillité à rester ignorant de certaines choses? Elle alla s'installer dans le fauteuil, près de la fenêtre, bien que la chambre fût de plus en plus froide. Elle ne demanda pas à Wang d'alimenter le feu dans la cheminée, comme si grelotter dans son coin lui permettait de quelque obscure façon d'expirer ses péchés. La tête appuyée sur le carreau, elle donna libre cours à ses peurs, consciente du silence surnaturel de la terrible solitude des forêts qui, avec l'hiver, paraissaient se renfermer lentement sur elle. Ses sanglots cessèrent bientôt, ses larmes se tarirent, mais sa peine, elle, demeurait, car elle se sentait plus désemparée que jamais. On aurait dit qu'il n'existait aucun endroit pour elle, aucun lieu où elle pourrait se réfugier. Le temps passé, Ainsley se rétablissait et d'ici quelques semaines, les vents seraient favorables pour doubler le cap Horn. Adrian voulait-il vraiment la voir repartir? Un éclair fendit le ciel, puis un autre, et dans un grondement de tonnerre, de grosses gouttes vinrent s'écraser contre la vitre comme des insectes égarés, avant de se transformer en pluie battante. Rompant le silence, s'élevait le raclement des branches contre la toiture et le hurlement du vent dans la cheminée. Au coup de tonnerre suivant, le bâtiment parut frémir sur ses fondations, et Maggie se sentit seule et effrayée, submergée par sa propre tristesse et par les éléments déchaînés. Elle était seule au monde, sans parents sur qui s'appuyer, sans amis, sans compagnon. Elle se retrouva devant la porte de la chambre, son amie pensée. Tandis qu'elle sortait dans le long couloir, le bruit de ses pas lui parut étranger. Elle comprit alors qu'elle courait descendre l'escalier, sa chemise de nuit flottant autour d'elle, tout comme ses cheveux dénoués. Elle allait traverser le hall quand elle se retrouva nez à nez avec Adrian. D'un geste instinctif, ce dernier la saisit par la taille et elle demeura ainsi haletante, pressée contre lui, à le regarder de ses grands yeux égarés. « Que se passe-t-il, Maggie » s'inquiéta-t-il. En réponse, elle secoua tristement la tête et, fondant en larmes, s'abandonna contre lui. Elle sentit dans ses cheveux le souffle chaud de son mari. Elle perçut la délicatesse avec laquelle il la retenait. Dès lors, le chagrin qui lui rongeait le cœur parut déployer ses ailes et s'envoler, pour laisser place à une douce lumière. Elle frissonna de douleur et de plaisir mêlés, comme si la lame qui lui perçait le flanc venait de lui être brusquement retirée. Il la repoussait et, lui levant le menton de son index, esquissa un sourire. « En fin de compte, vous êtes une femme comme les autres. À un moment, j'avais cru que Ross m'avait envoyé une de ces fées qui hantent les forêts écossaises. » L'attirant de nouveau contre lui, il lui caressa le dos et les chevaux. « Pleurez, pleurez. Cela prouve au moins que vous êtes un être humain, capable de sentiments. » Elle renifla. « Si c'est cela, être un être humain, je ne suis pas certaine de beaucoup apprécier. » « Eh bien, il ne vous reste plus qu'à vous y habituer. Vous sentez-vous mieux à présent? »« Oui. »« Dites-moi, est-ce à cause d'Ainsleigh que vous pleuriez? »« En partie. »« Et à cause de ce qui s'est passé à la Syrie? »« En partie. »« Est-il d'autres choses qui vous font pleurer? »« Oui, beaucoup, mais je suis navré pour ce qui s'est passé à la Syrie. Vraiment navré. »« Je sais, mais je ne désire pas en parler pour le moment. Je préfère connaître les autres choses qui vous ont fait pleurer. » Maggie soupira. Elle se sentait tout à coup soulagée, quoique un peu honteuse de s'être montrée ainsi. Mais peut-être valait-il mieux répondre et en finir une fois pour toutes. Il y en a trop pour que je puisse les citer. Citez-moi seulement une. Je pleurais parce que je me sens seul. L'ombre d'un sourire se dessina sur le visage du jeune homme. Seul, avec tout ce monde qui vous entoure? On peut se sentir seul au milieu d'une foule.
Cela sonne un peu mélodramatique, ne le trouvez-vous pas s'exclama-t-il. Elle leva les yeux sur le visage de son époux, plus enjoué, plus compréhensif qu'elle ne l'avait jamais vu. Oui, admit-elle en esquissant une grimace, c'est un peu mélo, en effet. Au cours des jours qui suivirent, si la situation parut sensiblement s'arranger, Adrien ne dit rien qui pût encourager Maggie et ses enfants à rester. Aussi s'inquiéta-t-elle beaucoup, on aurait dit que l'incertitude qui la tenaillait la privait de sa vitalité. Un navire en partance pour l'Europe était attendu pour bientôt, sauf avis contraire de la part d'Adrien. Elle y embarquerait, elle se sentait horriblement mal à l'aise, une fois encore, le temps jouait en sa défaveur. « Vous avez l'air de revenir d'un enterrement, » observa Molly un matin. « Oui, du mien, » plaisanta sinistrement Maggie. « D'où Jésus. » Allez, ça. Cela me rappelle les nuits où je versais toutes les larmes de mon corps en m'imaginant gagner le cœur de Big John, sous prétexte que je pleurais comme une madeleine, pour m'apercevoir en fin de compte qu'il dormait comme un sonneur de cloche. Puis, comme si elle prenait soudain conscience de ses paroles, Molly afficha un sourire chaleureux. « Allez, je ne vous vois pas si mal parti. Ce qu'il vous faut d'abord, c'est bien manger. » Mais le regard que lui lança Maggie lui indiqua qu'elle ne partagerait pas cet optimisme. Sans avoir terminé son petit déjeuner, la jeune femme abandonna la cuisinière et ses marmites, pour aller voir si, comme elle s'y attendait, le portrait de la belle Catherine n'avait pas repris sa place au salon. Elle poussa les lourdes portes, les yeux baissés, n'osant regarder du côté de la cheminée, convaincue qu'un jour ou l'autre le tableau retrouverait sa place dans le sanctuaire qui lui était réservé. Avec une lenteur d'automate, elle leva les yeux, puis pivota lentement sur elle-même en direction de la cheminée. Du portrait de Catherine ne subsistait que la marque qu'il avait laissée, un rectangle de tapisserie plus clair que le reste. Elle sortit du salon, le cœur léger, elle avait envie de danser. Ce jour-là, Adrienne rentra plus tôt que prévu, sous une pluie tenace, surgissant par la porte de service. Elle se heurta à Maggie avant même qu'il prononçât un mot. Elle comprit que ce n'était pas l'homme qui, l'autre nuit, l'avait tenue dans ses bras, mais plutôt celui auquel elle était accoutumée, froid, rigide, cynique. « Où allez-vous comme ça » demanda-t-il. « Aux écuries. Essayez de trouver Fletcher, il disparaît toujours à l'heure de ses leçons. Vous devriez vous munir d'un parapluie. Pourquoi ? Parce qu'il pleut. Et vous croyez peut-être qu'un parapluie la fera cesser » se moqua-t-elle. La jeune femme partit, Adrien se tourna vers Molly. « Est-ce un exemple de la logique écossaise ou simplement de l'humour féminin » grommela-t-il. En réponse, Molly fit entendre un rire tonitruant, qui n'était pas sans rappeler celui de son mari. Peu après, la pluie cessa enfin pour laisser çà et là des flaques miroitant au soleil couchant. La nuit étendait ses premiers voiles quand Adrien se décida pour une promenade du côté des falaises. Il siffla son chien, mais s'en repentit aussitôt en constatant que l'animal s'était vautré dans la boue. Ils cheminèrent néanmoins jusqu'à la crête, là où le chemin se scindait en deux, donnant naissance à un sentier qui menait à une crique. Israël courait devant, la langue pendant sur le côté, parvenu à la fourche. Elle se tourna vers son maître en agitant la queue, et comme ce dernier tardait à le rejoindre, opta pour le sentier qui allait à la plage. C'est seulement à cet instant qu'Adrien eut conscience que quelqu'un l'avait suivi. Il se retourna, s'attendant à voir Maggie. C'était Ainsley. « Que fais-tu ici » l'apostropha-t-il d'un ton bourru. Pour toute réponse, l'enfant pointa l'index dans sa direction. « Je ne veux pas de ta compagnie, je suis venu ici pour être tranquille. Allez, va-t'en, retourne à la maison. » Mais l'enfant l'observait, de son regard qui semblait trop grand, trop averti pour une gamine de son âge. « Va-t'en, je te dis. Allez, oust, passe ton chemin. » Ainsley resta sur place, se bornant à se tourner du côté de la maison. Adrien poussa un soupir, puis reprit sa promenade vers la plage, tout à ses préoccupations. Car quelqu'un cherchait à le détruire, lui et tout ce qu'il avait accompli. Il se rappela comment Alex et lui étaient arrivés dans la région 10 ans plus tôt, bien décidés à faire fructifier la petite fortune qu'il s'était constituée pendant la ruée vers l'or. Les débuts n'avaient pas été faciles, des contrats saisonniers au coup pour coup. Il se souvenait avoir risqué jusqu'à son dernier cent pour étoffer ses équipes. Mais il se souvenait aussi de toutes les railleries dont son frère et lui avaient été l'objet quand, pour répondre à la demande des clients, ils avaient travaillé 6 mois d'affilée. Ceux qui se gossaient avaient bien été attrapés la saison suivante, en constatant que les frères Mackinnon avaient abattu assez de bois pour faire tourner leur scierie 12 heures par jour, 6 jours par semaine, toute l'année. C'est lui qui avait défriché cette terre, l'avait arrachée à la forêt tout en étant conscient que d'autres suivraient. Et c'est bien ce qui était arrivé. Mais aujourd'hui, certains d'entre eux ne semblaient pas se satisfaire de la place qu'on leur avait concédée.
Adrienne ralentit pour observer une bande de loutres de mer s'abattant le ventre à l'air. Elle se demanda si les baleines grises étaient arrivées et si Maggie avait eu l'occasion d'en apercevoir. Pensif, il prit place sur un rocher. Voir folâtrer ces charmantes bêtes lui rappela les schooners qu'il avait commandés à ses frères. Des bateaux spécialement conçus pour transporter le bois par tous les temps. L'idée de confier cette tâche à ses frères, en leur fournissant le bois nécessaire, était venue de son épouse. Adrien avait été le premier à monter si loin vers le nord, le premier à stocker de telles quantités de bois, le premier à posséder sa propre flotte dans ce marché, et il trouvait inconcevable qu'on voulût détruire ce qu'il avait bâti. Les forêts étaient immenses, de même que les possibilités offertes par les marchés étrangers, et il n'y avait aucune raison pour que quiconque en eût le monopole. Pourtant, certaines personnes trouvaient plus pratique de s'approprier ce que d'autres avaient construit de leurs mains. Le jour n'était pas encore levé qu'Adrian Mackinnon et Big John étaient déjà à la scierie. Les bureaux étaient étroits et n'offraient pour seul décor que des murs et un sol en planche. En plus d'une carte du monde, 2 autres cartes y étaient épinglées, l'une montrant la côte ouest du Canada au Mexique, l'autre le nord de la Californie où l'on pouvait situer exactement la California Mill and Lumbering Company. Adrian ayant décliné l'offre de son épouse de confectionner des rideaux, les fenêtres étaient restées nues. Ceci est une scierie, Maggie, pas un salon de thé, avait-il ironisé. À la seconde tentative de la jeune femme, il s'était montré sous son véritable jour. Il avait décrété comme un ours mal léché. Ceci est mon bureau, et il me plaît tel qu'il est. Et c'était la vérité, car 2 tables, 5 chaises, une patère, un cylindre contenant des cartes et un vieux poêle, en fond sur lequel traînait en permanence une cafetière suffisaient amplement à le satisfaire. Pour l'heure, il était assis derrière sa table de travail, son siège rejeté en arrière, les jambes croisées sur l'épais plateau de bois. « Si nous voulons améliorer notre équipement, c'est le moment, disait Big John. Au cours des 2 dernières années, nous nous sommes développés plus vite que par le passé. Nous avons 4 scieries aujourd'hui, à la cadence où nous pouvons charger un bateau en 2 semaines. Mais plus nous grandirons, plus nous aurons de mal à protéger nos flancs des loups affamés. » Adrien hocha la tête. « Je le sais, c'est pourquoi j'ai pensé à fréter des cargos, qui se rendront là où nous n'avons pas de représentants. Nous en avons les moyens, ou du moins nous les aurons bientôt, dès que les nouvelles scies seront installées. Vous seriez prêt à envoyer des chargements sans être assuré de pouvoir les vendre, à lancer des cargos remplis de bois à l'aventure. C'est ce que j'ai l'intention de faire, en effet. Et si nous ne trouvons pas d'acheteurs, nous déchargerons quand même et diviserons le chargement en petits lots que nous vendrons aux enchères. Encore faut-il résoudre le problème de ces accidents, précisa Big John. Exactement. Croyez-vous que Matt Greenwood soit encore suspect? Burt Highwood ne l'a pas quitté des yeux, mais il n'a rien remarqué. Il faudrait peut-être tout simplement le renvoyer. Nous verrons alors si les accidents cessent ou pas. On ne peut pas renvoyer un homme sur de simples présomptions. Et plus, je te rappelle que c'est lui qui nous a signalé le câble qui menaçait de céder. Il a peut-être fait exprès pour brouiller les pistes. C'est possible, en effet. Nous allons choisir un 2e homme pour le surveiller. S'il est responsable de ces sabotages, l'un des 2 finira bien par le découvrir. Que suggérez-vous? De mettre Moose Whittaker dans la même équipe que Greenwood, en lui expliquant ce qu'on attend de lui. Je veux que notre homme soit surveillé jour et nuit. Ce soir-là, Adrien rentra à une heure tardive. Maggie l'attendait près d'un feu de cheminée. À peine avait-il fait un pas dans la pièce qu'elle remarqua son expression troublée. « Vous semblez inquiet, dit-elle. Plutôt fatigué. Allons dans la cuisine, je vais vous préparer quelque chose. J'ai déjà dîné avec mes hommes, au camp. » Elle secoua la tête. « Vous travaillez trop, Adrien. Vous devriez ralentir un peu le rythme. » Il fronça les sourcils. « C'est pour me dire cela que vous m'avez attendu. Si c'est le cas, vous auriez dû vous éviter cette peine. » Je vous ai attendu parce que je voulais vous parler. Pas ce soir, Maggie. Je suis épuisé. Elle émit un soupir, elle en avait assez de se heurter à l'indifférence d'Adrien. Je connais vos sentiments à mon égard, mais c'est ainsi que je voulais vous parler. Il tressaille. Que se passe-t-il? Aurait-elle fait une rechute? Non, elle va très bien, ce côté-là, mais elle refuse toujours de parler. Voilà longtemps qu'elle n'a plus dit un mot. Pourquoi vous en inquiétez précisément aujourd'hui? Parce que j'ai écrit au docteur François à son sujet et que je viens tout juste de recevoir sa réponse. Il explique que cela survient parfois chez un enfant, après une grave maladie. Peut-être que, ajouté à mon départ, à la perte de son père, c'était plus qu'elle ne pouvait en supporter. Déjà après la disparition de Bruce,
C'était plus qu'elle ne pouvait en supporter. Déjà, après la disparition de Bruce, elle est restée près d'un an sans dire un mot. Le docteur François vous a-t-il fait quelques recommandations? Vous a-t-il prescrit un médicament qui pourrait la guérir? Il m'a fait la même réponse que les médecins qui ont soigné Ainsley la première fois. Que son mutisme pourrait être de courte durée, mais qu'il pourrait aussi se prolonger indéfiniment. Il haussa les épaules. Si François est impuissant à la soigner, je ne vois pas très bien comment je pourrais vous aider. Eh bien, durant sa maladie, Ainsley a paru réagir à votre présence. Elle n'a pas réagi. Elle a cru seulement que j'étais son père. Mais il est possible que dans son esprit, elle eut l'impression que vous le remplaciez. Ce que je vais vous demander est hasardeux, mais c'est le seul recours qu'il me reste. J'aimerais que vous passiez de temps à autre quelques instants avec elle, histoire de voir si elle réagit, si elle peut vous dire ne serait-ce qu'un mot. Je n'ai pas le temps pour ce genre de choses, Maggie, protesta Adrien tendu. Nous avons de très gros problèmes dans la Syrie. Vous ne pouvez pas comprendre, mais je risque de perdre le fruit de toutes ces années de travail. La jeune femme se mordit la lèvre. Vous avez raison, acquiesça-t-elle amèrement. Je ne peux comprendre qu'il puisse y avoir quelque chose de plus important qu'un enfant. Le matin suivant, Maggie resta dans la cuisine avec Barry, Fletcher et Ainsley pour y confectionner des gingerbread men, biscuits traditionnels en forme de personnages, Molly aidait Barry au pétrissage. Fletcher assurait le découpage, tandis qu'à l'aide de raisins secs, Ainsley plaçait les œufs et les boutons. Pour ce qui était de la cuisson, elle incombait à la seule mode. Alors, lança Maggie à Ainsley, qui, debout sur une chaise, piochait dans la poignée de raisins secs qui lui tendait sa mère. Où vas-tu mettre le nez? L'enfant désigna l'endroit de son minuscule index, puis consulta sa mère du regard qui approuva. Et combien mets-tu de boutons à son manteau? Joignant le pouce et l'auriculaire, l'enfant tendit les 3 autres doigts. Et combien de biscuits as-tu l'intention de manger, petite coquine? Continua Maggie en prenant sa fille dans ses bras pour lui couvrir le visage de baisers sonores. Alors, dis-moi combien tu vas en manger. Ainsley leva les 2 mains, grandes ouvertes, en faisant entendre un petit rire intimidé. Pas avec les doigts, reprit Maggie, les yeux fermés. Je ne vois pas tes mains, alors il faut que tu me le dises. Ainsley consulta sa sœur du regard. Elle ne veut pas, dit cette dernière. Maggie rouvrit les yeux. Et pourquoi? Pourquoi ne veut-elle pas me le dire? Parce qu'elle ne peut pas, répondit Barry. Maggie chercha le regard de Maud, mais la gouvernante se détourna, en essuyant une larme avec le coin de son tablier. Après le déjeuner, alors que Maud emmenait Barry et Fletcher pour leur leçon de la journée, Maggie lava le visage et les mains d'Ainsley, puis la conduisit dans sa chambre pour sa sieste. L'ayant embrassé sur le front, elle s'apprêtait à quitter la pièce quand l'enfant émit un gémissement plaintif. « Que veux-tu » demanda sa mère, comme la petite fille lui montrait le lit dans lequel elle était couchée. « Que je reste un instant près de toi ?» Ainsley acquiesça d'un signe de tête, et Maggie s'allongea près d'elle. La prenant dans ses bras, elle lui caressa les cheveux jusqu'à ce qu'elle se fût endormie. Désespérée par le mutisme dans lequel semblait vouloir s'enfermer Ainsley, la jeune femme gagna sa chambre et, s'effondrant sur son lit, se mit à sangloter de toute éternité. Elle s'était pensée forte, convaincue qu'il n'était pas d'épreuve qu'elle ne pourrait surmonter. Mais en la circonstance, cela faisait beaucoup entre les atermoiements d'Adrian, la maladie d'Ainsley et les incertitudes de l'avenir. De poids était trop lourd sur ses épaules. Elle pleura jusqu'à ce que le sommeil prit le relais des larmes. Lorsqu'elle s'éveilla, la nuit était déjà tombée. Elle descendit au rez-de-chaussée. « Voulez-vous que je vous réchauffe un peu de potage ?» lui proposa Molly. « Mais quelle heure est-il » s'étonna Maggie. « L'heure du dîner est-elle déjà passée ?»« Du dîner et de la vaisselle ?» confirma la cuisinière. Les jeunes femmes parcoururent les lieux du regard, encore mal réveillées. « Où sont les enfants ?» Maud prépare Barry et Fletcher pour la nuit. Et Ainsley? C'est M. Adrien qui s'en occupe. Les jeunes femmes haussa les sourcils stupéfaites. M. Adrien, qui s'en occupe? C'est ce que j'ai dit. À présent, le voulez-vous ce potage ou pas? Plus tard, répondit-elle en quittant la pièce pour regrimper l'escalier. Profitant de ce que la porte était entr'ouverte, elle regarda à l'intérieur de la chambre. Adrien était en train de border l'enfant, manifestement pressé de quitter les lieux, alors qu'Ainsley ne semblait guère disposé à le laisser partir. Au moment où, se détournant, il alla vers la porte, la fillette poussa un gémissement. « Tu veux ta poupée ?» lui demanda-t-il en la voyant pointer l'objet du doigt. Elle répondit par un hochement de tête. « Et quel est son nom? Car cette poupée a bien un nom, n'est-ce pas ?» Nouveau signe d'acquiescement. « Veux-tu me dire le nom de ta poupée ?» Ainsley eut l'air de réfléchir un instant, puis désigna le miroir qui surplombait la coiffeuse. « Tu veux que je place la poupée sur la coiffeuse, c'est cela ?»
La fillette secoua la tête d'un air contrarié, puis descendant de son lit, elle frappa à maintes reprises le miroir de son index. Miroir, glace, elle s'appelle Glace. L'enfant répondit par l'affirmative, et aussitôt par la négative. Alors c'est Glace, mais ce n'est pas Glace, ça alors. Ah, ça y est, elle se nomme Grace, c'est cela, ta poupée se nomme Grace. Ainsi acquiesça d'un signe véhément. Eh bien, dans ce cas, il est grand temps de dire bonne nuit à Grace. Bonne nuit, Grace. Soufflant la lampe, le jeune homme sortit enfin de la chambre. Merci, lui dit Maggie alors qu'il refermait la porte derrière lui. Le temps de lever les yeux sur elle, le masque de froideur avait repris sa place. Inutile de me remercier, Molly et Maud étaient débordées et vous sembliez avoir besoin de sommeil. N'en faites surtout pas une habitude, conclut-il en tournant les talons. Barry et Fletcher firent irruption dans la maison hurlant, comme s'ils avaient le diable à leur trousse. Un instant, s'interposa Molly en empoignant Barry par le col. Calmez-vous, petite demoiselle. Fletcher voulut se défiler, mais Maud lui barrait déjà le passage. Que se passe-t-il? Y aurait-il le feu quelque part pour que vous couriez comme des dératés à travers la maison? Où est ma mère? Je suis ici, répondit Maggie du haut de l'escalier. Venez, venez voir, la pressa le garçon. Ainsley a un ânon, maman, le plus bel ânon que j'ai jamais vu. Venez, maman, venez le voir, s'exclama Barry avec une exubérance inhabituelle. C'est moi qui voulais le lui dire, protesta Fletcher en s'avançant vers sa sœur. Devinant les intentions malveillantes de son frère, Barry poussa un cri de frayeur et se libérant de l'emprise de Molly, courut vers la porte d'entrée. Son frère se lança à sa poursuite. Les trois femmes descendirent jusqu'au pré où paissait un ânon aux longues oreilles et à l'œil de velours. Il était absolument adorable. Ravi, Ainsley étreignait le cou de l'animal. Maggie remarqua Adrian qui, un peu à l'écart, le tenait au bout d'une longe. Elle lui adressa un regard intrigué. « Je l'ai acheté pour elle, expliqua-t-il. J'ai pensé qu'avec un animal, Ainsley pourrait peut-être, enfin que cela pourrait l'aider. »« Je ne sais comment vous exprimer ma gratitude, bafouilla Maggie. Merci, merci infiniment. » Puis s'accroupissant auprès d'Ainsley, elle demanda. « Sais-tu si c'est un garçon ou une fille ?» Ainsley montra sa sœur du doigt. « C'est donc une ânesse, constata Maud en riant. « Et comment comptes-tu l'appeler ?»« Elle veut l'appeler Heather, intervint Barry. « Comment le sais-tu ?»« Parce que je lui ai proposé de choisir entre Heather et Hortensia, et c'est Heather qu'elle a choisi. » Molly se pencha pour examiner plus attentivement l'animal. « C'est une bien belle bête, décida-t-elle. » Maggie observa à son tour l'ânesse, son long pelage brun, plus clair autour du ventre et du museau, et le cerne de ses yeux si noirs qu'on aurait dit du rimel. « Pour aujourd'hui, je vais l'installer à l'écurie, déclara Adrian. J'enverrai quelqu'un demain pour lui construire un enclos. » Comme il s'éloignait en emmenant la bête, Ainsley courut derrière lui et le tira vigoureusement par la manche. « Elle veut savoir si elle peut vous accompagner, » expliqua Fletcher. « J'avais compris. Elle aura tout le loisir de la voir demain, » dit-il à son épouse. Maggie ne répondit rien. Un peu déroutée par ce nouvel accès de froideur, elle ramassa la poupée qu'Ainsley avait abandonnée sur le sol. « Elle doit avoir très faim. Que dirais-tu de lui donner à manger? Demain tu pourras voir le bel enclos qu'on va construire pour Heather. » La fillette acquiesça. Prenant la main de sa mère, elle la suivit docilement jusqu'à la maison, les yeux tournés dans les directions qu'Adrian et Heather avaient empruntées.